Imaginez un instant que vous êtes dans un cockpit. Devant vous, des milliers de cadrans, de leviers et d'écrans qui clignotent. On vous a appris exactement quel bouton presser si une alarme sonne. On vous a fait mémoriser chaque acronyme, chaque procédure, chaque manuel. Vous avez eu 20 sur 20 à tous les examens de simulation. Vous êtes, selon le système, un expert. Et puis, un jour, à 10 000 mètres d'altitude, le moteur gauche s'arrête. Vous cherchez frénétiquement dans votre mémoire le chapitre correspondant. Vous trouvez le mot « panne ». Mais alors que vous fixez ce mot, vous réalisez une vérité terrifiante qui vous glace le sang. Vous savez comment nommer ce qui arrive, mais vous n'avez aucune foutue idée de comment un moteur fonctionne réellement. Bienvenue dans le grand mensonge de notre civilisation. Un mensonge qui a été exposé en 1964 à Pasadena en Californie par un homme qui refusait de jouer le jeu, Richard Feynman. Physicien, prix Nobel, génie des bongos et briseur de coffre-fort à ses heures perdues. On l'appelle le grand explicateur, non pas parce qu'il utilisait des mots compliqués, mais parce qu'il les détestait. Cette année-là, Feynman se retrouve assis seul dans son bureau, entouré d'une muraille de papier. 5 mètres de manuels scolaires, 136 kg de mathématiques et de sciences destinés aux écoles publiques de Californie. L'État a mis en place une commission pour décider de ce que vos enfants vont apprendre. Feynman est l'un des commissaires. Et il y a un problème qui, si vous l'analysez bien, explique pourquoi vous vous sentez parfois comme un imposteur dans votre propre travail. Les autres commissaires sont des gens importants, des administrateurs, des politiciens, des experts en éducation. Ils font ce que font les gens occupés, ils délèguent. Ils envoient les livres à des sous-fifres, récupèrent des rapports, font la moyenne des notes et tamponnent le tout. C'est propre, c'est efficace, c'est bureaucratique. Mais Feynman fait quelque chose d'inouï, quelque chose que personne d'autre dans toute la structure gouvernementale n'a pris la peine de faire. Il lit les livres, chaque page, chaque problème, chaque chapitre. Et ce qu'il découvre est une insulte à l'intelligence humaine. Un jour, un éditeur manque la date limite. Dans la précipitation, ils envoient leur exemplaire à la commission. Mais le livre est inachevé. Entre la couverture de devant et la couverture de derrière, il n'y a rien. Le livre est totalement vide, des pages blanches. Le service de dépôt des livres, tel un automate, transmet cet objet inutile à tous les commissaires. Maintenant, réfléchissez bien à ce qui va suivre. Ce livre vide a reçu des notes, et pas des mauvaises. Il a obtenu une note légèrement supérieure aux 2 autres livres complets du même éditeur. Des hommes en costume, des experts du système, ont ouvert un livre vide, n'y ont rien vu, et lui ont attribué un chiffre dans une grille d'évaluation. Le système de moyenne a fait le reste. Personne n'a remarqué que le roi était nu, parce que personne ne regardait le roi. Il regardait les formulaires de notation du roi. Comme Feynman l'écrira plus tard avec cette pointe d'ironie acide, il ne pouvait pas faire la différence entre un vrai manuel et un livre vide, parce qu'il ne vérifiait jamais le contenu, il vérifiait le processus. C'est ici que le piège se referme sur vous. Le système qui vous a appris à résoudre des problèmes n'a jamais été conçu pour vous apprendre à résoudre des problèmes. Il a été conçu pour vous apprendre à traiter de la paperasse mentale. On vous a appris à donner l'apparence de la compétence. On vous a appris à remplir les pages blanches de votre cerveau avec des étiquettes brillantes pour cacher le fait qu'au fond, il n'y a pas de moteur, juste des mots qui flottent. Le livre vide n'était que le début. Le véritable crime, Feynman l'a trouvé dans les livres qui n'étaient pas vides. Des livres remplis de définitions circulaires et de tautologies déguisées en savoir. Des livres qui apprennent à un enfant de 6 ans qu'un chien mécanique bouge à cause de l'énergie, sans jamais lui montrer le ressort, l'engrenage ou la réalité physique du mouvement. On remplace la curiosité par un mot. On remplace la compréhension par une étiquette. Et quand vous grandissez, vous réalisez que votre monde est rempli de ces livres vides, des réunions où l'on parle de synergie, des rapports sur les KPI, des diplômes qui certifient que vous savez mémoriser, mais pas que vous savez penser. Feynman a compris que si nous continuons ainsi, nous ne formons pas des scientifiques ou des citoyens, nous formons une secte. Une secte qui adore la forme et ignore le fond.
Une secte qui construit des pistes d'atterrissage dans la jungle en espérant que les avions de la connaissance vont se poser par magie, simplement parce qu'on a construit des antennes en bambou qui ressemblent aux vraies. Vous sentez cette petite voix au fond de vous qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond? Cette sensation que vous récitez un script au lieu de vivre une expérience? C'est Feynman qui vous parle depuis 1964. Et il est temps de déchirer le manuel. Mais attendez, le pire n'était pas le livre vide. Le pire, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur des livres qui n'étaient pas vides. Feynman tombe sur un manuel de science pour le cours préparatoire. Ouvrez-le avec lui. Première page, une photo d'un chien mécanique à remonter, une photo d'un vrai chien et une photo d'une moto. Sous chaque image, la même question, innocente en apparence. Qu'est-ce qui le fait bouger? Vous tournez la page pour voir la réponse dans l'édition du maître. 3 mots. 3 petits mots qui sont le poison même de notre intelligence, l'énergie le fait bouger. À cet instant précis, dans son bureau de Pasadena, Feynman explose. Pour lui, ce n'est pas de la science, c'est de l'anti-science. En 1966, devant l'Association nationale des professeurs de sciences, il va littéralement réduire cette approche en miettes. Imaginez-le sur scène, les sourcils froncés, s'adressant à des centaines d'enseignants. Dire que l'énergie le fait bouger, ce n'est pas différent de dire que c'est Dieu qui le fait bouger, ou que c'est la bougeabilité qui le fait bouger. C'est une tautologie, c'est un mot savant que l'on jette sur un mystère pour faire semblant qu'il n'existe plus. Faisons une pause. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous accepté une étiquette comme une explication? On vous dit que le marché est instable à cause de la volatilité. On vous dit que vous êtes fatigué à cause du stress. On vous dit que l'avion vole grâce à la portance. Mais si vous demandez comment la volatilité fonctionne, ce qu'est biologiquement le stress dans vos cellules, ou comment les molécules d'air interagissent physiquement avec l'intradose d'une aile, le silence retombe. Vous avez appris le nom de la boîte, mais vous n'avez jamais ouvert le couvercle. Feynman propose alors un test brutal, magnifique, que vous devriez appliquer à tout ce que vous croyez savoir. Il dit: essayez d'expliquer ce que vous venez d'apprendre sans utiliser le mot magique. Si on retire le mot énergie du manuel, que reste-t-il à l'enfant? Rien. Il ne sait rien du chien mécanique, rien des engrenages, rien des cliquets, rien de la manière dont un ressort en métal accumule une tension pour la relâcher progressivement. Il n'a rien appris sur le monde. On lui a juste appris un nouveau mot pour dire « je ne sais pas, mais j'ai un diplôme ». L'alternative de Feynman est d'une simplicité désarmante. Démontez le jouet, montrez à l'enfant l'astuce des engrenages, laissez-le voir comment le ressort résiste quand on le remonte. C'est ça, la compréhension. C'est le moment où le cerveau fait clic, parce qu'il saisit la structure de la réalité, pas parce qu'il a mémorisé une définition dans un dictionnaire. Mais pourquoi le système déteste-t-il cette approche? Pourquoi préfère-t-on le mot à la chose? C'est ici que le scénario devient politique, presque philosophique. Un enfant qui démonte un chien mécanique pour voir comment il fonctionne est un enfant qui commence à poser des questions dangereuses. Pourquoi le ressort pousse-t-il en arrière? Et si je changeais la taille de cet engrenage? Est-ce que je peux construire ma propre machine? Un enfant qui comprend est un enfant qui devient impossible à gérer. Il n'accepte plus les réponses toutes faites, il devient un explorateur, pas un exécutant. Le système, lui, a besoin de gens qui restent dans les rangs. Les étiquettes sont des barrières, les explications réelles sont des portes ouvertes sur l'inconnu. Prenez l'exemple du cuir de vos chaussures. Le manuel dit qu'il s'use à cause de la friction. Encore un mot bouclier. Feynman, lui, vous emmène au ras du sol. Il vous montre que le trottoir n'est pas lisse, qu'il est rempli de minuscules bosses, de pics rocheux microscopiques. Et quand vous traînez votre pied, ces pics agrippent de petits morceaux de cuir et les arrachent. L'un est un concept abstrait qui ferme la discussion. L'autre est une image mentale, une réalité physique que vous pouvez presque sentir sous vos doigts. L'un est une prison, l'autre est une libération. Le système a choisi le mot friction à chaque fois. Il a choisi de vous donner des étiquettes pour que vous ne posiez plus de questions. Et je parie que vous avez votre propre version de ce traumatisme. Un moment à l'école, ou même au bureau, où un patron ou un prof vous a tendu un graphique ou un terme technique au lieu d'une explication.
Si vous vous en souvenez, si vous sentez encore cette frustration de l'esprit qu'on tente d'anesthésier avec du jargon, gardez cette sensation. Elle est la preuve que votre curiosité est encore vivante, coincée sous des tonnes de papier glacé. Les manuels californiens étaient obsédés par la précision du langage. Ils passaient des chapitres entiers sur la théorie des ensembles, sur la distinction subtile entre un nombre et un numéral, sans jamais enseigner une seule idée utile. Feynman s'amusait de voir que ces notations complexes ne sont pratiquement jamais utilisées par les physiciens théoriques, les ingénieurs ou les concepteurs d'ordinateurs. C'était de la décoration intellectuelle, c'était du théâtre. Et pendant que les enfants se noyaient dans ce jargon inutile, les éditeurs, eux, jouaient un autre jeu. Ils envoyaient à Feynman des porte-documents en cuir avec son nom gravé en lettres d'or. Ils lui envoyaient des paniers garnis pour Thanksgiving. Ils attendaient dans les halls d'hôtel pour inviter les commissaires à dîner. Le système servait les gens à l'intérieur du système, pas les élèves. Le but n'était pas de transmettre le feu de la connaissance, mais de vendre des tonnes de papier certifiés conformes à une bureaucratie qui ne lisait pas les livres. Si Feynman n'avait vu cela qu'en Californie, on pourrait dire que c'était un problème local. Une mauvaise décennie, une commission corrompue. Mais il avait déjà vu ce cancer ailleurs, de l'autre côté du globe. Et ce qu'il a découvert au Brésil va vous montrer que le problème n'est pas dans les livres, mais dans la structure même de notre manière de penser. Préparez-vous, car nous allons quitter les bureaux de Pasadena pour les salles de classe étouffantes de Rio, et ce que vous allez y voir risque de vous faire l'effet d'un miroir très inconfortable. En 1951, 13 ans avant l'affaire des manuels de Californie, Richard Feynman s'envole pour le Brésil. Il va y passer une année sabbatique à enseigner la physique dans un centre de recherche d'élite à Rio de Janeiro. Il s'attend à trouver des esprits neufs, des futurs génies prêts à construire le monde de demain. Ce qu'il va découvrir est bien plus troublant qu'une simple corruption administrative. Il va découvrir une prison invisible, une cage dorée, faite de définitions parfaites et de vide absolu. Dès ses premiers cours, Feynman remarque quelque chose de fascinant et de terrifiant. Il pose une question technique complexe. Immédiatement, une forêt de mains se lève. Les élèves récitent la réponse avec une précision chirurgicale, au mot près, comme si le manuel scolaire parlait à travers leur bouche. Feynman est d'abord impressionné, puis son instinct de détective de la réalité s'éveille. Il décide de faire un test. Il reprend exactement le même concept, la même loi physique, mais il change l'emballage. Il ne cite plus le nom de la loi. Il décrit une situation concrète, la lumière du soleil qui frappe l'océan, un reflet sur une vitre, un angle particulier. Le silence qui suit est assourdissant. Les élèves, qui venaient de réciter l'indice de réfraction et la polarisation de la lumière avec l'assurance de prophètes, sont désormais incapables de dire ce qui arrive à la lumière quand elle touche l'eau. Ils connaissent le mot « polarisation », mais ils n'ont jamais regardé l'eau à travers un morceau de cristal polarisant pour voir ce qui s'y passe réellement. Leur savoir est une bibliothèque, dont les livres sont soudés les uns aux autres. Vous pouvez lire le titre sur la tranche, mais vous ne pouvez pas ouvrir les pages pour en extraire la substance. Feynman écrit dans son livre « Vous voulez rire, monsieur Feynman ?» que leur connaissance était d'une fragilité absolue. Il utilise une analogie frappante. Ils sont comme des index de dictionnaire. Si vous cherchez au bon mot-clé, vous obtenez la définition. Mais si vous utilisez un synonyme ou si vous décrivez l'objet sans le nommer, l'index est inutile. Ils avaient appris à passer des examens, pas à faire de la science. Ils avaient appris à satisfaire le système, pas à comprendre la nature. Face à ce désastre, Feynman tente une expérience pédagogique radicale. Il leur apprend à rater. Il leur apprend l'essai et l'erreur. Avant de toucher à une formule, devinez, leur crie-t-il presque, estimez le résultat. Si vous chauffez ce gaz, est-ce qu'il va doubler de volume ou tripler ? Ne calculez pas encore, ressentez la physique dans vos muscles, dans votre intuition. Les étudiants sont pétrifiés.
Pour eux, la science est une autorité descendante, une vérité révélée qu'on ne discute pas. L'idée de deviner leur semble être un péché contre l'intelligence. Pourtant, c'est là que réside le secret de Feynman. Pour lui, la science n'est pas une collection de faits, c'est une méthode de vérification de la réalité. C'est l'habitude de ne jamais se contenter d'un nom. On peut connaître le nom d'un oiseau dans toutes les langues du monde, disait-il souvent. Une fois qu'on a fini, on ne sait toujours strictement rien de l'oiseau. On sait juste comment les humains appellent l'oiseau. À la fin de l'année, Feynman est invité à donner un discours devant les étudiants, les professeurs et les officiels du gouvernement. Tout le monde attend un hommage poli à la culture brésilienne. Feynman monte à la tribune et lâche une bombe atomique verbale. Il leur dit, les yeux dans les yeux, que tout leur système éducatif est une usine à produire des gens capables de réussir des examens, mais incapables de faire de la science. Il leur dit qu'ils gaspillent des milliers d'heures à mémoriser des ombres sur un mur. Le silence dans la salle est si lourd qu'on pourrait le découper au couteau. Puis, un vieux professeur se lève. On s'attend à une défense outrée de l'honneur national. Mais l'homme dit simplement « Je savais que notre système était malade. Mais ce que je viens de comprendre, grâce à M. Feynman, c'est que nous avons un cancer. Et voici le coup de grâce. » Feynman regarde les notes de ses 2 meilleurs élèves, les seuls qui ont réellement compris la physique cette année-là. Il leur demande d'où ils viennent. Le premier répond qu'il a été éduqué en Allemagne. Le second dit la même chose. Aucun des deux n'est passé par le système brésilien. Un autre étudiant brillant avoue qu'il a tout appris seul, parce que pendant la guerre, ses professeurs étaient absents. Taux de réussite du système, 0%. 100% de ceux qui ont réussi ont appris en dehors du système. Feynman pose alors une question qui résonne encore aujourd'hui. Une question qui devrait vous hanter chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur. Pourquoi vouloir former un étudiant à être un livre, alors qu'un livre ne demande ni nourriture, ni entretien, et donne toujours la même réponse? Aujourd'hui, nous avons créé l'outil de mémorisation ultime. Nous l'appelons l'intelligence artificielle. L'IA fait exactement ce que faisaient ces étudiants brésiliens. Elle fait du pattern matching à une échelle surhumaine. Elle a lu tous les manuels. Elle peut réciter toutes les formules. Elle peut imiter la structure d'une réponse parfaite. Mais demandez-lui quelque chose qui n'a jamais été écrit. Demandez-lui de résoudre un problème où les données contredisent le manuel. Elle stagne. Elle hallucine. Parce qu'elle ne comprend rien, elle a juste tout mémorisé. Nous sommes en train de construire une civilisation de cargo culte science. Nous construisons des bureaux magnifiques. Nous utilisons des logiciels complexes. Nous suivons des processus certifiés ISO machin chose, mais nous avons oublié la chose invisible. La chose qui fait que l'avion de la réalité atterrit vraiment sur la piste. Cette chose, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est la capacité de dire « Je ne comprends pas ce mot, expliquez-moi la chose ». Vous vous sentez parfois dépassé par la technologie? Par la complexité du monde moderne? C'est peut-être parce que vous essayez de rivaliser avec les machines sur le terrain de la mémorisation. C'est une bataille perdue d'avance. Le mémorisateur est remplaçable. Celui qui pense à partir de zéro, celui qui ose démonter le chien mécanique pour voir le ressort, lui, est indispensable. Mais comment fait-on pour penser à partir de zéro dans un monde qui nous bombarde d'étiquettes? Comment éviter de devenir soi-même une IA biologique qui répète des slogans de réunion? Feynman avait un secret pour cela, une technique de survie mentale qu'il appelait son système de problèmes. Et c'est ce qui sépare les génies des simples processeurs de données. Si Richard Feynman était là aujourd'hui, dans cette pièce avec vous, il ne vous donnerait pas un cours magistral. Il ne sortirait pas de diapositives remplies de graphiques complexes. Il vous demanderait probablement de lui montrer comment vous préparez votre café ou comment vous organisez vos dossiers sur votre ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il savait que le génie n'est pas une question de QI, mais de méthode. Si le système vous a appris à être une bibliothèque passive, Feynman, lui, était un laboratoire vivant. Comment faisait-il pour voir ce que personne d'autre ne voyait? Le mathématicien Giancarlo Rota a décrit un jour le système Feynman dans une conférence mémorable. Il expliquait que Feynman gardait en permanence une douzaine de ses problèmes favoris dans un coin de sa tête. La plupart du temps, ces problèmes dormaient.
Mais chaque fois qu'il rencontrait une nouvelle astuce, un nouveau résultat mathématique, une idée bizarre dans un domaine totalement étranger, que ce soit en musique, en crochetage de serrures ou en biologie, il testait cette nouveauté contre ses 12 problèmes. Est-ce que ça m'aide à résoudre ça et ça? De temps en temps, il y avait un impact, une connexion que personne d'autre n'avait vue. Les gens disaient alors « Quel génie !» Mais ce n'était pas de la magie, c'était un tamis. Feynman avait un filtre actif là où le système nous apprend à n'avoir qu'un entonnoir. Sa liste de problèmes allait de la synchronisation de la fission nucléaire au rythme complexe des bongos. Pour lui, il n'y avait pas de hiérarchie entre la haute science et le quotidien. Tout était matière à vérification. Un jour, Feynman est assis à la cafétéria de l'université Cornell. Un étudiant, pour s'amuser, lance une assiette en l'air. L'assiette tourne, mais elle vacille aussi. Elle a ce petit tremblement instable alors qu'elle vole. La plupart des gens auraient vu un gâchis potentiel ou une blague de potache. Feynman, lui, voit une équation. Il remarque que le logo de l'université sur l'assiette tourne plus vite que le vacillement lui-même. Il retourne à son bureau et commence à calculer les rotations. Pourquoi ? Pour rien. Pour le plaisir. Pour le jeu. Son patron de l'époque, Hans Bethe, entre dans son bureau et le voit couvert de calculs sur des assiettes volantes. Il lui demande « Richard, qu'est-ce que tu fiches ? C'est important pour la physique ?» Feynman répond avec un sourire « Absolument pas, je m'amuse. » Mais voici le retournement de cerveau. Ce calcul inutile sur le vacillement d'une assiette l'a ramené aux équations de Dirac sur les orbites des électrons. Ce jeu pur, cette curiosité libérée du carcan du rendement scolaire, est exactement ce qui lui a permis de développer l'électrodynamique quantique. C'est ce travail, né d'une assiette lancée dans une cafétéria, qui lui a valu le prix Nobel de physique. Le système vous dit « Apprenez ceci car c'est utile pour votre carrière ». Feynman dit « Jouez avec ceci et vous découvrirez comment l'univers est foutu ». En 1974, Feynman se tient devant la promotion sortante de Caltech, l'élite de l'élite. Et il leur lance un avertissement qui reste aujourd'hui la critique la plus féroce de notre culture de l'expertise. Il leur parle des îles du Pacifique Sud. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armées américaines y ont construit des pistes d'atterrissage. Les indigènes ont vu des avions descendre du ciel, apportant des richesses incroyables, de la nourriture, des vêtements, des outils, de la technologie. C'était le cargo. Quand la guerre s'est terminée, les soldats sont partis. Le cargo a cessé d'arriver. Alors, les insulaires ont voulu faire revenir les avions. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient vu faire. Ils ont déblayé des pistes dans la jungle. Ils ont construit une hutte en bois pour un contrôleur aérien. Ils ont taillé des casques audio dans des noix de coco, avec des antennes en bambou. Ils ont allumé des feux le long de la piste. Tout avait l'air parfait. La forme était là. De loin, on aurait dit un aéroport. Mais les avions ne se posaient jamais. Feynman a appelé cela la science de la cargaison. Cargo Cult Science. Et il a prévenu les diplômés, la plupart de ce qui passe pour de la science, de l'éducation ou du management aujourd'hui est une science de la cargaison. On suit toutes les étapes visibles. On a les diplômes, on a les graphiques, on a le jargon, on a les réunions. Mais il manque la chose invisible. Cette chose invisible, c'est une sorte d'intégrité scientifique absolue, une honnêteté qui va au-delà de la simple vérité. C'est la volonté de se pencher sur ce qui ne marche pas, sur ce qui contredit nos théories, au lieu de le cacher sous le tapis pour obtenir une promotion ou une bonne note. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même, disait Feynman, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Voilà ce que les manuels de Californie avaient supprimé. Ce n'était pas un chapitre sur la thermodynamique ou une formule de trigonométrie. C'était l'habitude de vérifier. L'habitude de se demander « Est-ce que je comprends vraiment ça ? Ou est-ce que je porte juste des écouteurs en bois en attendant que l'avion atterrisse ?» Le système préfère que vous portiez les écouteurs. C'est plus facile à noter sur un CV. C'est plus facile à gérer dans une hiérarchie. Mais si vous voulez que les avions, les vraies solutions,
les vraies innovations, se posent enfin, vous devez accepter de jeter les accessoires en bambou. On nous a appris à imiter le succès, pas à comprendre la structure. On nous a appris à construire la piste, pas à comprendre l'aérodynamisme. Mais Feynman nous a laissé une boussole pour sortir de cette jungle de faux semblants. Et cette boussole commence par un acte de rébellion très simple. Refusez les mots que vous ne pouvez pas visualiser. Vous l'avez déjà vécu cette réunion. Quelqu'un présente un dossier, des diapositives impeccables, des données sur chaque millimètre carré de l'écran. Tout a l'air parfait. Puis, une personne dans l'assemblée pose une question simple, une question de bon sens qui ne figure pas sur les slides. Le silence tombe. Le présentateur fouille fébrilement dans ses pages, cherche une réponse qui n'existe pas dans son script, et finit par lâcher cette phrase fatidique. Je vais devoir revenir vers vous à ce sujet. Mais vous le savez, et il le sait, il ne reviendra jamais. Pourquoi ? Parce que répondre à cette question ne demande pas de chercher dans un dossier, cela demande de comprendre le problème. Ce n'est pas un échec de performance, c'est un échec du système. Cette personne a été entraînée à mémoriser le jeu de diapositives, pas à comprendre la réalité qui se cache derrière. Nous voyons cela partout. Dans le recrutement, où l'on préfère le candidat au CVK parfait, rempli de mots-clés optimisés pour les algorithmes, mais qui reste muet dès qu'on lui pose un « et si » qui sort des sentiers battus. Dans le leadership, où des directeurs récitent la stratégie de l'entreprise comme un mantra, mais s'effondrent dès qu'un client leur lance une balle courbe, le système les a formés à mémoriser la piste, pas à piloter l'avion. Alors, comment fait-on pour s'échapper ? Comment redevenir ce que Feynman appelait un penseur à partir de zéro ? Le mathématicien Giancarlo Rota nous a laissé la clé. Il racontait que Feynman gardait toujours 12 problèmes ouverts dans son esprit. Des problèmes qu'il aimait, qui l'obsédaient. Pas des objectifs annuels ou des indicateurs de performance, non, des mystères réels. Cela allait de la physique nucléaire au rythme des percussions bongo, de la biologie moléculaire à l'art du dessin. Voici le secret. Chaque fois qu'il apprenait un nouveau truc, une nouvelle méthode, une nouvelle idée dans n'importe quel domaine, il le testait contre ces 12 problèmes. Est-ce que cela m'aide pour mon problème numéro 4 ? Est-ce que ce concept de musique peut m'aider pour ma physique ? Et soudain, le miracle se produisait. Une connexion que personne d'autre ne voyait. Les gens criaient au génie, mais c'était juste un homme qui gardait ses questions vivantes au lieu de les enterrer sous des certitudes. Rappelez-vous l'assiette de Cornell. Un homme lance une assiette, elle vacille. Feynman a des problèmes ouverts sur la rotation. Il s'amuse avec les équations, juste pour le plaisir de voir comment le vacillement et la rotation s'équilibrent. Ce calcul inutile, né d'un moment de cafétéria, a ouvert la porte à l'électrodynamique quantique. Une assiette tournante a mené au prix Nobel. C'est ce qui arrive quand on ne délègue pas sa pensée à un cadre préétabli. Voici votre défi, ce soir. Écrivez votre propre liste. Pas vos buts, pas vos tâches, vos problèmes. Ceux qui vous reviennent sous la douche, ceux que vous n'avez jamais osé mettre sur papier parce qu'ils n'ont pas l'air professionnels. Gardez-les avec vous. Ne les laissez pas moisir dans un manuel. Testez tout ce que vous apprenez contre eux. Et quand vous ferez face à un nouveau défi, faites le mouvement Feynman. Épluchez les mots. Retirez le jargon, les étiquettes officielles. Regardez la chose elle-même. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux vérifier de mes propres yeux ? Si la réponse est rien, vous ne savez rien, vous croyez juste quelqu'un. Estimez avant de calculer. Si vous ne pouvez pas deviner grossièrement l'ordre de grandeur d'une solution, c'est que vous ne comprenez pas la mécanique du problème. Si votre formule vous donne un résultat 10 fois plus gros que ce que votre intuition vous dit, c'est probablement la formule qui ment. Le mécanicien qui écoute le moteur avant d'ouvrir le manuel. L'ingénieur qui dessine une solution sur une serviette avant d'allumer son logiciel. Ils sont les héritiers de Feynman. Ils font confiance à l'observation plutôt qu'à l'autorité. Il y a une beauté profonde dans cette approche, une beauté presque philosophique. Un ami artiste de Feynman lui disait un jour « En tant que scientifique, tu enlèves toute la beauté d'une fleur en la disséquant. » Feynman a ri. Il a répondu que la science n'enlevait rien, elle ajoutait. Elle permet de voir les cellules, les structures internes, les processus évolutifs qui ont créé ces couleurs pour attirer les insectes.
La compréhension ne brise pas le mystère, elle le rend plus vaste, plus vibrant. Le système a essayé de vous faire croire que le monde est une liste de définitions à cocher. Il a essayé de vous transformer en une archive morte pour qu'on puisse plus facilement vous ranger sur une étagère. Mais Richard Feynman nous a montré que la réalité est bien plus sauvage, bien plus riche et bien plus accessible que ce que les manuels prétendent. La vérité n'est pas dans le livre vide de Californie, elle n'est pas dans les répétitions robotiques des étudiants de Rio. Elle est dans le courage de regarder le jouet cassé, de voir les engrenages et d'oser demander « Pourquoi ?» Le système a été conçu pour que vous restiez sur la piste de terre à agiter des écouteurs en bois. Mais maintenant, vous savez que les écouteurs sont faux. Vous savez que les antennes sont en bambou. Et surtout, vous savez que vous n'avez pas besoin de la piste pour voler. Si vous voulez enfin voir le monde tel qu'il est, débarrasser des étiquettes et des certitudes fragiles, si vous voulez apprendre à penser plutôt qu'à mémoriser, vous savez quoi faire. La réalité est bien trop belle pour qu'on se contente